Toutes les personnes qui ont mal au dos ont une certaine compréhension de pourquoi ils ont mal, de ce qui leur fait mal, de ce qui a pu provoquer ça et de quelles sont les solutions. Et cette compréhension, parfois, elle est plutôt raccord avec ce qu'on comprend aujourd'hui réellement du mal de dos. Et des fois, ce sont en réalité des croyances qui ont parfois été véhiculées par la télévision, par des proches ou par certains professionnels. Et ces croyances, elles peuvent parfois être délétères, c'est-à-dire qu'elles peuvent parfois entretenir certains comportements ou même avoir une influence directe sur la douleur. Et donc, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je profite d'une étude qui vient d'être publiée dans une revue de rhumatisme français qui parle de ce sujet. Donc on va s'intéresser tout de suite à cette étude, c'est parti. Alors, croyances délétères des patients souffrant de lombalgie chronique, pourquoi s'y intéresser? C'est le sujet d'un article qui vient d'être publié dans une revue qui s'appelle la revue du rhumatisme, je crois que c'est pas affiché là. Vraiment, c'est tout récent. J'ai vu ça partagé sur Twitter par Florian Bailly, qui est l'un des auteurs, qui est un médecin de la douleur, avec lequel j'ai déjà eu la chance d'échanger par le passé. Donc c'est l'un des auteurs, et en fait cet article est pour l'instant en accès libre pour une cinquantaine de jours, il me semble. Alors là, ça sera un petit peu moins. Donc du coup, j'ai pu accéder à cet article. Une fois passé ces 50 jours, cet article ne sera plus en accès libre. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Je vous mettrai un lien dans la description. Vous mettez votre mail et je vous enverrai directement l'article par mail. Alors, pour l'anecdote, j'ai déjà tourné cette vidéo et je la retourne. Parce qu'en fait, la première fois que je l'ai tournée, j'ai pris l'article et je l'affichais à l'écran et je le montrais. Sauf que j'ai un doute quant à la légalité de ça, vu que pour l'instant il est gratuit, mais après il sera derrière un paywall, donc il faudra payer pour y accéder. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai le droit d'afficher cet article, donc du coup j'ai décidé par mesure de précaution de retourner la vidéo. Je ne vais pas vous montrer l'article directement, je vais vous en montrer certains extraits, mais surtout je vais vous retracer un petit peu ce qu'il nous raconte cet article, et c'est un article qui je pense est très utile pour des cliniciens, donc des gens qui soignent, qui reçoivent des patients qui ont des douleurs lombaires, et notamment des douleurs lombaires chroniques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait un petit résumé des différentes idées qui sont décrites dans cet article pour juste vous donner une idée de ce qui est dedans. Et comme je vous disais, si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Et il y a certains tableaux, notamment, d'idées qu'il vaut mieux éviter de transmettre à nos patients et au contraire de messages qu'on va plutôt préférer. Donc ça, je vous les montrerai à la fin. C'est la seule capture d'écran que j'ai prise de l'article. Et il y a également des ressources qui sont proposées pour aider à l'éducation du patient, c'est-à-dire des vidéos qu'on peut lui envoyer, des posters que l'on peut éventuellement afficher dans notre cabinet, ce genre de choses. Ça aussi, ils sont dedans et je vous les mettrai en lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, c'est parti. Le principe de base, en fait, c'est de comprendre que quand les gens ont des croyances vis-à-vis de leur mal de dos, de ce qui peut le causer, de ce qui peut l'aggraver, ça peut dans certains cas aggraver les douleurs et ça peut dans certains cas faire que c'est plus compliqué de soigner les gens. Qu'on soit bien clair, quand on parle de lombalgie chronique, on parle d'une douleur dans le bas du dos qui va être persistante, donc qui va durer, en général on dit plus de 3 mois, et pour laquelle il n'y a pas de pathologie spécifique sous-jacente. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de compression d'un nerf par une hernie discale par exemple. Donc on a écarté tout ça, on est dans un cas de lombalgie non spécifique ou de lombalgie commune et qui est persistante, donc qui dure depuis longtemps. Et donc ces fameuses croyances que peuvent avoir certains patients, parfois on les qualifie de virus cognitifs parce que ça se transmet entre personnes et de professionnels à patients également, et ça peut influencer négativement la perception de la douleur et la gestion de la douleur. Alors, quelques exemples de croyances. Par exemple, ça peut être sur l'interprétation de la douleur. Par exemple, ça c'est typique, les gens qui peuvent penser que s'ils ont mal au dos, ça veut dire que leur dos il est abîmé. Et ça, c'est l'une des première chose qu'on a beaucoup apprise au cours des dernières décennies avec les sciences de la douleur notamment, c'est que la douleur est un assez mauvais indicateur de l'état de nos tissus et donc le fait d'avoir mal, ça ne veut pas forcément dire qu'on a quelque chose d'abîmé et très souvent les choses ne sont pas directement liées. L'état des tissus est assez mal corrélé avec l'intensité des douleurs. Ces croyances, elles peuvent être également par rapport aux causes. Qu'est-ce qui a provoqué cette douleur? Donc ça peut être par exemple, mes douleurs, elles viennent de mon travail et de l'arthrose qui l'a provoqué. Typique, j'ai fait tel métier pendant très longtemps, donc ça m'a créé de l'arthrose, donc c'est pour ça que j'ai mal aujourd'hui. Ça, c'est une cause que peuvent supposer certains patients, qui n'est pas toujours aussi claire que ça. L'autre croyance, ça peut être vis-à-vis des conséquences que les gens pensent qu'il va y avoir. Typiquement, je vais finir en chaise roulante, et ça, je mets un gros big up à certains influenceurs ou certains gros noms du fitness qui adorent dire que si on porte des charges avec le dos rond ou si on fait tel exercice de telle manière, on va se blesser, on va finir en chaise roulante. Les choses sont un poil plus complexes que ça. Par contre, on sait que dire ce genre de choses, si les gens finissent par le croire, ça fait partie des croyances erronées
qu'on essaye de combattre, que nous, on essaie de combattre en tant que professionnels, parce qu'on sait que des gens qui pensent qu'ils vont finir en chaise roulante parce qu'ils ont mal, eh ben, ça les aide pas, en général. Une autre croyance, ça peut être sur les effets des activités. Par exemple, si une activité augmente ma douleur, eh ben, c'est que cela est en train d'endommager mon dos, donc il faut surtout pas que je le fasse. Ça aussi, c'est un conseil qu'on peut souvent entendre dans le sport qui est « si ça te fait mal, arrête de le faire ». Et ça peut sembler être du bon sens, et c'est vrai que sans l'avis d'un professionnel de santé, ça peut être une stratégie qui est pertinente, mais à ce moment-là, l'intérêt, c'est quand même d'avoir l'avis d'un professionnel de santé, et dans beaucoup de cas, en réalité, faire l'activité malgré la douleur, de manière à ce qu'elle soit gérable, ça peut avoir des intérêts. D'autres croyances que peuvent avoir certains patients, ça peut être sur le traitement qui peut être nécessaire pour leur mal de dos et sur le coping, ce qu'on appelle le coping, donc c'est un mot anglais, on n'a pas de traduction directe en français, on dirait la façon dont on fait face à la douleur. Par exemple, il peut y avoir certaines fausses attentes de traitement du style la chirurgie, c'est la seule chose qui pourra m'améliorer. Ça, on sait aujourd'hui que dans l'immense majorité des cas, la chirurgie n'est pas indiquée et les résultats ne sont pas forcément extraordinaires, sauf dans certains cas très spécifiques. Donc, dans la plupart des cas, non, l'opération n'est clairement pas la chose à envisager et il y a plein d'autres approches qui vont être plus pertinentes et qui auront de meilleurs résultats. Mais si quelqu'un pense qu'il n'y a que la chirurgie qui va l'aider, ça diminue ses attentes envers d'autres approches et on sait que de mauvaises attentes envers certaines approches, ça va diminuer l'efficacité de ces approches. Donc, si tu penses que les exercices vont pas t'être utiles, il y a des chances pour qu'effectivement les exercices soient moins utiles que si au contraire tu étais très enthousiaste vis-à-vis de l'effet des exercices. Et ce qu'on appelle donc le coping, la façon de faire face, par exemple, une gestion passive de la douleur, je peux rien faire moi-même pour gérer ma douleur. Ça, c'est les gens qui vont intégralement remettre leur guérison entre les mains de quelqu'un d'autre. Je ne peux y arriver que grâce à mon kiné, grâce à mon médecin, grâce à mon ostéo, ou grâce à mon chirurgien. Et ça, c'est une approche un petit peu passive où la personne va déléguer sa guérison et ne va pas forcément se sentir apte à améliorer les choses d'elle-même. Et ça, on sait que ce sont des choses qui, malheureusement, peuvent entretenir certaines douleurs, ou en tout cas qui font qu'il y a un moins bon pronostic, donc les douleurs peuvent potentiellement avoir plus de mal à s'améliorer sur le long terme. Et en fait, les mythes qu'on a vis-à-vis du mal de dos, de son traitement, en fait, ils persistent beaucoup et ils influencent négativement la gestion de la douleur. Par exemple, ces croyances, elles peuvent être encore répandues dans la population générale. Il y a une étude en Belgique, alors là, j'ai pas la référence, mais toutes les références sont dans l'article. Donc vous pourrez la voir, l'article, si vous le voulez. Il y a une étude récente en Belgique qui montrait que 24% des participants y croient encore que le repos au lit, c'est le traitement principal pour la douleur lombaire. Alors, remarquez, 24%, ça reste une minorité. C'est-à-dire qu'il y en a 76% qui ne pensent pas ça. Mais 24%, ça représente encore beaucoup de gens dans un pays comme la Belgique. J'ai pas les chiffres pour la France, mais j'avais vu passer une étude où il me semble que Florian Bailly, justement, faisait partie des co-auteurs de cette étude, qui avait mesuré l'effet d'une campagne de communication sur la campagne Le bon traitement, c'est le mouvement. Donc, ce qu'on a vu beaucoup passer en France, sur le fait qu'il fallait continuer à rester actif, etc. Et il me semble que ces données-là avaient montré que avant cette campagne et au bout d'un certain temps où cette campagne est beaucoup passée, la compréhension du truc par les professionnels avait changé et la compréhension du truc par la population avait changé aussi en allant dans le bon sens. C'est-à-dire que plus de gens étaient conscients qu'il fallait rester actif. Comme quoi, ce genre de campagne de médias qui touchent beaucoup de gens semble avoir un intérêt de santé publique. Alors, le problème, c'est que ces mythes, ils peuvent avoir des conséquences. Par exemple, elles peuvent retarder la récupération en favorisant des approches de traitement inefficaces et potentiellement nuisibles. Si on pense qu'il faut nous reposer alors que non, en réalité, on va se reposer et ça va pas nous aider. Si on pense qu'on a un bassin déplacé et qu'il faut à tout prix qu'on aille se le faire replacer, ça va peut-être pas forcément nous aider. Ou alors, si on pense qu'on a mal au dos parce qu'on a la sangle abdominale qui est trop faible et qu'on passe du coup son temps à être gainé en permanence, ce qui d'ailleurs au passage est encore quelque chose qui a été redit il y a peu de temps dans un podcast par un gros podcasteur américain qui a fait un podcast de 2 heures sur le mal de dos et qui expliquait ça. En gros, il faut renforcer ses muscles abdominaux profonds et qu'il faut être gainé en permanence. On sait aujourd'hui que ça, c'est pas une bonne stratégie en fait. On sait que c'est pas une bonne stratégie parce que ça peut entretenir des contractions sur une zone qui est déjà sensible, et donc ça peut parfois entretenir la douleur. Donc c'est typiquement le genre de croyance qui peut entraîner des comportements et des solutions qui sont inadaptées et qui peuvent au final faire plus de mal que de bien. Alors par exemple, ces croyances, elles peuvent avoir une influence sur l'état émotionnel, c'est-à-dire que certaines croyances peuvent faire qu'on a peur. On a peur de certains mouvements, on peut avoir de l'anxiété, de la dépression à cause de ces croyances. Par exemple,
Si je pense que mon disque intervertébral c'est comme un cookie Oreo et que dès que je mets un peu de pression dessus, et ben tout le nappage qui est au milieu va ressortir des côtés, et ben je vais à tout prix éviter de porter des choses. Alors qu'on sait que porter des choses, si c'est fait de manière progressive, régulière, ça a plutôt des effets positifs sur la santé en général et notamment sur le dos. Si je pense que me pencher en avant, ça va forcément faire ressortir mon disque à l'arrière et appuyer sur ma moelle épinière, et ben je vais jamais me pencher en avant. Tout ça, on sait que c'est des facteurs qui sont faux. Hein. Déjà, les mécanismes que je vous ai décrits sont faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on sait que ça peut avoir tendance à entretenir la peur, donc l'évitement de certains mouvements, et tout ça, ça peut faire que les gens, ils ont mal. Par exemple, ça peut entretenir des comportements maladaptatifs. Par exemple, le catastrophisme. Le catastrophisme, c'est un truc qui va faire qu'on va avoir tendance à s'imaginer le pire, à s'imaginer que les choses ne pourront pas s'améliorer, etc. Et ça peut avoir un effet direct sur la menace qui est perçue, c'est-à-dire que la façon dont on pense qu'une zone a besoin d'être protégée, et donc ça peut avoir une influence directe sur les douleurs qui sont ressenties. Ces croyances, elles peuvent également entraîner une hypervigilance, du style « je fais attention en permanence à la façon dont je me tiens », ça c'est de l'hypervigilance, ou alors « je fais attention en permanence, dès que je ressens une douleur, hop, je me corrige », c'est de l'hypervigilance, et ça, on sait aussi que ça peut augmenter le ressenti de la douleur. Il y a l'évitement de certaines activités, par exemple la peur d'aggraver la condition par certaines actions, du style si je me penche en avant, je vais m'abîmer le dos, et les conséquences que ça peut avoir sur la douleur. Donc la perception accrue de la menace, ça intensifie la douleur comme mécanisme de protection, parce que la douleur c'est ça, c'est un mécanisme de protection, donc plus on pense que la menace perçue est importante, plus on est potentiellement mal. Il y a des croyances spécifiques qui amplifient la douleur. Par exemple, mon dos, il est irrémédiablement endommagé et fragile. Donc, si on pense ça, on risque d'avoir des douleurs plus importantes. Et c'est important de noter le rôle critique des professionnels de santé. Alors, pas que, il y a aussi les professionnels du sport, pour le coup. Mais vu que cet article a été écrit à destination des professionnels de santé, c'est comme ça qu'ils le disent. Mais je le lis, c'est aussi vrai pour les professionnels du sport. Pour les professionnels de santé, en tout cas, il y a une nécessité d'identifier et de modifier les croyances nuisibles. Alors, je vais venir nuancer un petit peu ça, parce que aller modifier de manière frontale certaines croyances, des fois c'est pas facile et c'est pas forcément faisable et c'est pas forcément souhaitable non plus, parce que si au premier abord quelqu'un qu'on rencontre dès la première fois, on va tout de suite lui dire frontalement alors non, vous avez tort, l'alliance thérapeutique sera pas évidente. Donc j'ai un petit peu modifié mon approche vis-à-vis de ça. Ils en parlent pas trop là-dedans. Ils disent il faut modifier les croyances, mais ils viennent un petit peu plus tard sur la façon dont on peut faire. On parle d'éducation, on parle notamment d'expériences positives qu'on peut faire vivre aux patients qui peuvent venir modifier un petit peu sa compréhension du truc. Mais en tout cas, identifier ces croyances, c'est clair que c'est important. Et pour comprendre un petit peu comment la personne comprend son mal de dos, parce que ça ne sera pas la même chose si quelqu'un dit « Ah bah oui, en ce moment je suis stressé et je sais que quand je suis stressé, mon dos me fait plus mal, mon dos est plus sensible. » Ok, c'est bien. Ou alors quelqu'un qui va dire en fait mon dos il est tiens par exemple j'ai eu les deux exemples hier. J'ai une dame qui m'a dit ça, qui m'a dit exactement ce que je vous ai dit là. En ce moment au boulot ça va pas top, c'est vachement stressant et je sais que quand je suis stressé ça se répercute sur mon dos, c'est plus tendu, c'est plus sensible, et je sais que quand je suis moins stressé ça va mieux. Ok. Un autre qui m'a dit, un ancien mécanicien, c'est rigolo pour le coup, parce qu'effectivement, vision ultra mécanique, impression d'un truc qui est déplacé. J'ai l'impression que j'ai ma vertèbre qui se déplace, pourtant j'ai rien fait, je comprends pas, mais j'ai l'impression que j'ai ma vertèbre qui se déplace, et ça donne pas la même idée, c'est-à-dire que ça donne quand même l'impression d'un corps qui est un peu instable, qui est un peu fragile, et donc du coup, il y a des mouvements qu'il n'ose plus faire. Donc c'est important d'identifier ces croyances pour essayer de jongler avec, on va dire. Importance de communiquer de manière à ne pas renforcer ses croyances. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans la façon dont on explique les choses aux gens, c'est important de pouvoir faire attention à ne pas transmettre ces croyances-là. Parce que quand on va donner des conseils qui sont sous un angle biomédical, le modèle biomédical, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos ici, c'est une approche où on a un lien de causalité linéaire, une cause égale une conséquence, et on se dit que par exemple, en agissant sur la cause, on va agir sur la conséquence. Sauf qu'on sait que pour certaines problématiques comme la douleur, ça ne fonctionne pas. Point. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça ne fonctionne pas d'avoir une approche biomédicale et notamment très biomécanique. Et là, je vous ai mis un extrait que je trouve savoureux, tiré de l'article où ils disent « Les croyances des personnels de santé ont une influence sur les choix de traitement et les conseils qui sont prodigués. Et certains favorisent à tort une approche biomédicale de la lombalgie qui sous-entend que la douleur, c'est un signe de lésion. Ils vont donner des conseils de protection du style « toujours plier les genoux, garder le dos droit, éviter les mouvements douloureux, etc. » Ça,
ce sont des conseils qui ne sont pas adaptés. C'est des conseils qu'on entend très souvent, mais c'est des conseils qui ne sont pas adaptés. Dire qu'il faut tout le temps plier les genoux, garder le dos droit, éviter les mouvements douloureux, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des gens dont c'est le métier, qui sont cliniciens et qui sont chercheurs, ils le disent, ce ne sont pas des conseils qui sont pertinents. Alors, ça ne veut pas dire que je vais dire aux gens de ne jamais plier les genoux, ou de ne jamais garder le dos droit, ou de toujours forcer dans la douleur. Le but, c'est pas d'aller dans l'extrême inverse. C'est juste que plier les genoux peut être utile dans certains cas, mais c'est pas obligatoire. Garder le dos droit peut être utile dans certains cas, mais c'est pas obligatoire. À l'inverse, au contraire, ça peut être intéressant de l'arrondir pour aller bouger de manière un peu différente. Éviter les mouvements douloureux peut être utile dans certains cas, mais pas toujours. Il y a des fois où, au contraire, ça peut être intéressant de se réexposer à ces mouvements douloureux. Voilà, j'ai trouvé cet extrait vachement intéressant parce que, encore une fois, ça fait beaucoup écho à beaucoup de conseils qu'on peut entendre quand, notamment, certains éducateurs sportifs qui ont une grosse audience se parlent de mal de dos ou de douleur en général. En général, ils ont ce genre de conseils qui sont inadaptés. Un autre point qui va être important, c'est la façon dont sont écrits les comptes rendus d'imagerie. Si vous avez des patients qui viennent avec des comptes rendus d'imagerie, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Ce qui est écrit sur le compte rendu, c'est un petit peu du chinois pour le commun des mortels. Et quand ils cherchent un petit peu ce que ça veut dire, souvent, ça fait flipper. Et on s'est rendu compte que ce genre de compte rendu, ça pose problème. Il y a des études qui indiquent que les comptes rendus traditionnels, qui listent toutes les anomalies, ils peuvent aggraver l'inquiétude du patient. Parce que ce que ça dit, c'est vous avez de l'arthrose à tel endroit, vous avez tel changement à tel endroit, vous avez une discopathie à tel endroit. Il liste tout. Parce que dans la logique, le radiologue, son objectif, c'est de dire voilà tout ce que je vois. Et après, ça sera au clinicien, au médecin, au kiné, de déterminer en quoi c'est pertinent vis-à-vis du patient. Sauf que ce que lui, le patient, il voit, c'est mon Dieu, mon dos est en miettes, mon dos est foutu, mon dos est pourri. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'interprète, c'est comme ça qu'il le comprend. Et c'est compréhensible parce que le vocabulaire qui est utilisé dans ces résultats d'imagerie, il est technique et il peut faire flipper en fait. Par contre, on s'est rendu compte que quand on fait des comptes rendus, qu'on liste ces choses-là, mais qu'on met en perspective en disant, en fait, ce sont des résultats classiques chez quelqu'un de cet âge-là. Tout de suite, en fait, les gens, ils ont moins de stress. Et donc, ça va avoir moins d'influence sur les comportements qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que dans le premier cas, quand on dit juste qu'il y a de l'arthrose, machin, en fait, souvent, les gens peuvent avoir tendance à moins bouger, à avoir peur de refaire certaines activités parce que justement, ils ont cette idée du corps qui est usé et qu'il faut le préserver. Alors que dans le second cas, on va leur dire, OK, en fait, c'est normal. Enfin, c'est des changements normaux liés à l'âge et ça ne devrait pas vous poser de problème. En tout cas, ce sont des choses classiques, compte rendu normal, quoi. Et en fait, on sait que les comptes rendus d'imagerie qui sont mal interprétés par exemple, des patients, ça peut augmenter la prescription inappropriée comme les opioïdes. Les opioïdes qui sont des antidouleurs assez puissants. Quand on a des comptes rendus d'imagerie qui peuvent être un peu flippants, les gens ont plus mal, donc les gens ont plus potentiellement d'opioïdes qui ne sont pas forcément super indiqués. D'où la nécessité d'améliorer la communication sur la faible corrélation entre les anomalies radiographiques et la douleur future. Là, il parle de douleur future, mais même de douleur présente, en fait. Il y a ce qu'on appelle la discordance radioclinique, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'imagerie et l'intensité des douleurs est très mal corrélé, sauf cas spécifiques, mais dans la plupart des cas, c'est assez mal corrélé, et surtout, ça ne nous permet absolument pas de prédire ce qu'il y aura à l'avenir. Donc le fait de dire, vous avez aujourd'hui de l'arthrose, typiquement, le fait de dire « Ouh là là, dans 30 ans, vous allez en chier, madame », vous en savez rien en fait. C'est impossible de dire ça. Par contre, en disant ça, vous pouvez faire du mal à des gens. Parce que ça peut faire un peu la prophétie autoréalisatrice où la personne a peur et la personne est inquiète et ça peut avoir une influence directe sur sa douleur. Donc, on n'en sait rien en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui une imagerie est comme ça que ça nous dira quelque chose sur ce qu'il y aura dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc c'est important d'explorer les croyances que peuvent avoir les patients vis-à-vis de la compréhension de leur mal de dos. Par exemple, lorsqu'on discute dans l'anamnèse, on peut leur poser des questions pour identifier ces croyances. Par exemple, sur les causes de la douleur. Alors, on peut dire, alors à votre avis, qu'est-ce qui provoque votre douleur ? Ou qu'est-ce qui se passe dans votre dos quand vous avez mal ? Ou alors, si quelqu'un dit « je me penche plus en avant parce que ça me fait mal », bon, je me penche plus en avant, et on peut leur demander vous pensez qu'il va se passer quoi en fait si vous vous penchez en avant ? Et ça, c'est intéressant parce que si la personne dit « ah bah oui, je vois le disque qui vient écraser derrière les nerfs », je peux comprendre que la personne n'ait plus envie de se pencher en avant. Alors, reste à voir si c'est effectivement ça qui se passe, parce que ça peut arriver. Il peut y avoir des fois où il y a une hernie discale qui vient comprimer les nerfs derrière. La plupart des cas,
C'est pas le cas. Et surtout quand on est dans une lombalgie commune, a priori, c'est pas le cas. Ou alors, on peut aussi demander, à votre avis, quel traitement pourrait vous faire du bien? Vous pensez qu'il vous faut quoi, en fait, comme traitement? Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui disent « je sais pas ». Ok, il y a des gens qui vont dire bah, je pense qu'il faut que je me fasse opérer. Bah, ça vaut le coup d'essayer d'investiguer ça pour comprendre pourquoi la personne pense qu'elle doit se faire opérer. Ou alors, des fois, les gens ils disent bah, je sens que ça. Après, moi, j'ai un biais parce que je suis ostéo, donc les gens viennent me voir avec une attente de thérapie manuelle, mais les gens peuvent me dire bah, je sens que c'est coincé, que ça a besoin d'être décoincé. Ça peut à la limite passer comme croyance, on peut éventuellement laisser couler. Je sens que c'est déplacé, il faut qu'on le remette en place. J'essaye un petit peu plus de corriger cette croyance-là, mais comme on va le voir, corriger les croyances, c'est pas toujours évident. Il existe également des questionnaires spécifiques, comme le Start Back Screening Tool, le Back Belief Questionnaire, le LBP Belief Screening Tool, où il y a encore Orebro, qui n'est pas cité là, qui est cité dans l'article, mais pas là. Ces différents questionnaires qui permettent d'évaluer un petit peu la compréhension que les gens ont, les croyances qu'ils ont vis-à-vis de leur mal de dos. Et ça, c'est des outils qui ont été validés scientifiquement et qui permettent de questionner un petit peu les gens. Si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos spécifiques sur certains de ces questionnaires. Dites-le moi, si ça vous intéresse, vous mettez en description. Et si oui, lequel en priorité. Et comme ça, je pourrais vous redire un petit peu où est-ce qu'on peut le trouver. Je pourrais vous le donner éventuellement. On pourra revoir ensemble les questions à poser. Et pourquoi pas créer des petits outils que vous pouvez utiliser directement en consultation. Et donc ces questionnaires, ils permettent d'avoir un suivi précis et une éducation adaptée aux croyances spécifiques du patient. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de faire une éducation standardisée à tout le monde, de dire la même chose à tout le monde. Le but, c'est de comprendre comment la personne en face de nous, elle comprend son problème, comment elle vit son problème, quelles sont ses inquiétudes ou sa compréhension propre, et d'essayer d'apporter une explication qui va être adaptée à ses croyances à lui, et éventuellement à cette personne. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est mécanicien, eh ben, on peut peut-être réussir à trouver des analogies en rapport avec la mécanique. Quelqu'un qui aime le foot, peut-être qu'on peut trouver des analogies en rapport avec le foot. Alors, c'est pas facile. Ça demande un petit peu d'improvisation, un petit peu d'imagination, mais c'est ça qui est cool en fait. Franchement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nécessite un petit peu de se creuser la cervelle et de pas faire toujours la même chose. Et je dis pas que c'est facile, encore une fois, et il y a des fois où honnêtement, j'ai pas d'idée. Des fois, j'arrive pas forcément à trouver un truc qui fait mouche avec la personne en face, et des fois, ça tombe à plat. Mais des fois où on arrive à toucher juste et à donner une analogie qui parle à la personne, eh ben, c'est vachement plaisant pour le patient et puis pour nous aussi en tant que cliniciens. Donc, ce qui est important, c'est d'individualiser les traitements pour réajuster les croyances et promouvoir une gestion efficace de la douleur. Donc, l'idée, ça va être donc d'adapter en fonction du type de croyance, leur origine, leur degré d'ancrage et la littératie en santé du patient. Ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est la façon dont le niveau de connaissance que la personne peut avoir par rapport à la santé. C'est-à-dire quelqu'un qui va facilement comprendre comment utiliser des médicaments ou pas, des gens qui vont facilement comprendre comment fonctionne le système de santé ou pas. En fonction de votre profession, vous n'aurez pas forcément les mêmes types de patients. Typiquement, les kinés, vu qu'ils sont remboursés par la Sécu, et ben en fait ils ont une population beaucoup plus large et potentiellement en fonction de là où ils vivent, ils peuvent avoir des personnes qui ont des niveaux socio-économiques beaucoup plus bas et qui peuvent avoir une littératie en santé qui est moins bonne, et donc c'est moins facile de faire de l'éducation avec, ça va pas être la même chose quoi, avec quelqu'un qui a un niveau de littératie en santé qui est bas et qui a du mal à comprendre comment fonctionne le système de santé, par rapport à quelqu'un qui a peut-être un niveau socio-économique plus haut, qui a peut-être un niveau d'études plus haut, qui a peut-être une compréhension du système de santé qui est meilleure ou de la santé en général. Ben ça, c'est à adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et comme je dis, en tant qu'ostéo, vu qu'on n'est pas remboursé, et ben, de fait, il y a toute une frange de la population qu'on ne peut pas voir parce qu'ils ne peuvent pas venir se payer une séance d'ostéo. Et donc, des personnes qui ont vraiment un niveau de littératie en santé très bas, j'en vois peu. J'en vois, mais j'en vois peu. Et donc, c'est intéressant d'utiliser des métaphores et des analogies personnalisées pour expliquer des concepts. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est fan de foot, et ben, trouver une analogie en rapport avec le foot ou en rapport avec son expérience du foot, ça peut être vachement intéressant. Je vous donne un exemple, une métaphore que je donne parfois à des gens qui ont des enfants, pour expliquer que le système nerveux, il va réagir différemment en fonction du contexte. Et je donne l'exemple de, imaginez, vous rentrez chez vous, et vous avez eu une journée normale, tout va bien, enfin le boulot ça se passe bien, et vous rentrez chez vous, et votre enfant, il est excité, il fait le bordel, il laisse traîner ses jouets partout, là comme vous pouvez voir derrière, il crie, il vous parle non-stop, il vous interrompt, etc. Bon, c'est un enfant quoi. Mais voilà, vous êtes fatigué, mais ça va quoi, vous arrivez à gérer.
Maintenant, imaginez que vous avez eu une journée compliquée. Il y a eu des bouchons le matin. Votre patron, il a été pas cool avec vous. Vous avez un collègue qui vous a dit des trucs pas cool dans votre dos et vous l'avez appris. Il y a eu des problèmes techniques à votre travail. Et il y a eu à nouveau des bouchons en revenant. En plus, vous avez eu un pneu qui a crevé. Enfin bref, journée de merde. Vous arrivez et votre enfant, il fait la même chose. Votre enfant, il est excité, il court partout, il laisse traîner ses jouets, il vous interrompt tout le temps. Et bien là, il y a des chances pour que vous pétiez un câble et que vous réagissiez très très fort. Alors que l'enfant, il a fait la même chose. Hein. Juste, c'est un enfant. Quand il est fatigué, il fout le bordel. Mais là, en fait, vous étiez sensibilisé. En fait, il y a eu une accumulation de petits trucs qui fait que la goutte d'eau a fait déborder le vase et vous avez réagi très très fort. Et bien en fait, dans la douleur, ça peut être un peu la même chose quand on a une accumulation de stress, de bidule, de machin. Et bien petit à petit, en fait, la pression, elle monte un peu comme dans la cocotte minute. Et il y a un moment où ça pète. Et bien en fait, la douleur peut être un peu pareil. Quand on a beaucoup de choses qui s'accumulent, à un moment, un truc anodin ou qui d'habitude ne nous pose pas de problème, et bien cette fois-ci, ça peut faire mal et ça peut faire très mal. Voilà, ça c'est une analogie que je peux donner par exemple à des gens qui ont des enfants et qui ont un boulot qui peut être un peu stressant. Et ben là, c'est une façon de comprendre. Ils se disent, ah bah oui, c'est vrai que ça m'arrive des fois. Hop, et ben voilà, on a fait un lien avec une expérience qu'ils peuvent vivre. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, bah ça va peut-être moins lui parler en fait. Donc j'essaierai de trouver une autre analogie. Donc comment on peut faire pour individualiser un petit peu ça? On peut proposer des explications rassurantes lors de l'anamnèse et de l'examen physique. Donc là, c'est pas détaillé dans l'article, mais typiquement, on va éviter d'utiliser certains termes un peu trop techniques, un petit peu trop médicaux, qui peuvent être flippants. Du style, au lieu de parler de dégénérescence discale, on va dire, bah oui, bah en fait, c'est juste des changements normaux qui sont liés à l'âge. Voilà, par exemple. Et on peut utiliser la palpation pour montrer que les douleurs, elles peuvent être surtout dues à un rachis qui est sensible plutôt qu'à des lésions. Et ça, c'est un terme que j'utilise très souvent. Sensible, c'est un terme qui, je trouve, décrit bien la chose. La zone, elle est sensible. Elle est sensible, et c'est pour montrer que la zone est sensible, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des lésions. On peut faire de l'éducation sur la neurophysiologie de la douleur. Alors ça, c'est un truc qui a eu énormément le vent en poupe ces dernières années, avec notamment le travail du Neuro Orthopedic Institute, Lorimer Moseley, David Butler par exemple, avec leur livre Explain Pain. Il n'y a pas que eux. Et c'est avec eux que je l'ai découvert. On s'est rendu compte que l'éducation à la neurophysiologie de la douleur, ça permet de faire passer certains messages, comme par exemple, il y a une différence entre douleur aiguë et chronique. Les mécanismes peuvent être parfois un petit peu différents. Et quand on est sur de la douleur chronique, il n'y a pas forcément d'association claire entre l'état des tissus et les douleurs. Et il y a une différence entre douleur et lésion, surtout. Ça, c'est vrai tout le temps. Il y a toujours une différence entre douleur et lésion. La sensibilisation du système nerveux, elle est expliquée comme un système d'alarme qui est hypersensible. On a beaucoup d'analogies comme ça, avec l'alarme incendie qui va se déclencher à la moindre fumée, et qu'il y a des facteurs contributifs comme le stress, le manque de sommeil, la sédentarité, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aborder avec les patients qui peuvent leur permettre de mieux comprendre. Et ensuite, le fait de leur expliquer tout ça, il y a des vrais questionnements sur est-ce que c'est intéressant de faire des leçons pédagogique comme ça où on se pose et on discute, c'est discutable en tout cas, mais intégrer ces notions d'éducation au sein d'une séance pendant qu'on fait de la thérapie manuelle ou pendant qu'on fait des exercices, ça peut être intéressant. Et deuxième point, on peut faire de la promotion de l'activité physique en fait, en encourageant le mouvement et l'activité comme des éléments clés de la thérapie. C'est des moyens de rendre moins sensible le corps, à condition de trouver un petit peu quoi faire et comment le faire. Et on peut discuter sur la capacité d'adaptation des tissus et du corps à l'activité physique. Il y a des outils pédagogiques qui sont proposés dans cet article, des vidéos, des sites internet, des brochures, des posters pour aider le patient à comprendre de manière autonome. Je vous mettrai les liens juste en dessous et je les montre juste après. Et une méthode que j'utilise pas assez, la méthode Teach Back. C'est-à-dire en gros à la fin, on peut demander à la personne, ok, si vous deviez expliquer à votre conjoint ce qu'on a dit aujourd'hui, comment vous lui expliqueriez? Et ça peut être un moyen de voir ce que le patient il a retenu. Je le fais pas assez. Je pense que je devrais le faire plus parce qu'à mon avis, j'aurai des surprises des fois. Et donc l'activité physique progressive, donc comme je disais, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à faire. L'expérience directe de la réduction de la douleur par l'exercice, ça aide à changer la perception de la fragilité du dos. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal au dos, si on arrive par un exercice à modifier sa perception tout de suite,
et ben souvent ça fait un petit tilt dans la tête, on lui dit ah tiens cool, en fait ça va mieux, peut-être que mon dos il est peut-être pas si fragile. Et donc ça, il faut trouver des exercices qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Et l'exposition graduelle in vivo est particulièrement efficace pour les patients qui ont peur de certains mouvements. Donc vous avez peur de vous pencher en avant, ça peut être intéressant de trouver des moyens de réintroduire de la flexion de manière progressive. Ça fait partie des choses que j'aborde dans ma formation, où je donne par exemple des exemples de progression d'exercices pour désensibiliser un peu la flexion quand on se penche en avant. Là, on a un tableau qui est issu de l'article qui donne des exemples de messages à bannir ou au contraire à privilégier lorsqu'on aborde un patient avec des douleurs lombaires. Le message à bannir, alors c'est des listes non exhaustives, il y en a d'autres, mais des messages à bannir, par exemple, dire c'est votre arthrose ou votre discopathie qui explique vos douleurs chroniques, ou alors vous avez un disque déplacé. Alors disque déplacé, c'est pas trop un truc qu'on entend beaucoup dans le milieu francophone, j'ai l'impression que c'est plus dans le milieu anglophone, ils disent slipped disc, donc c'est un peu cette idée là d'un disque qui a glissé, on n'entend pas trop ça en France. Mais arthrose discopathie qui explique vos douleurs, ça c'est, je compterai plus le nombre de fois où je l'ai entendu. Ce qu'on aura plutôt tendance à dire, c'est que la présence de douleurs lombaires, ça signifie pas que votre dos il est endommagé, ça indique juste qu'il est devenu plus sensible. Les disques ne se déplacent pas, les vertèbres ne se remettent pas en place. Le dos, c'est une structure qui est très solide. Il y a de nombreux facteurs comme fatigue, stress, sédentarité, hygiène de vie, alimentation qui peuvent contribuer à la persistance des douleurs. Plus on est inquiet au sujet de sa douleur et plus elle risque d'être amplifiée. Même si ça fait mal, ça n'indique pas une maladie grave. Autre chose qu'on va bannir à propos de l'imagerie, alors on évite de dire votre dos il est usé, votre dos il est abîmé, vous avez le dos d'une personne de 70 ans, vous avez beaucoup d'arthrose, c'est pas étonnant que vous ayez si mal, ou alors c'est surprenant que vous n'ayez pas plus mal vu votre imagerie. Ça, nombre de fois où je l'entends aussi. Ce qu'on va plutôt préférer, c'est les modifications qu'on observe sur votre imagerie, ça constitue un processus normal de vieillissement avec son début et sa progression largement influencés par des facteurs génétiques. Ce que moi je dis, c'est des changements normaux qui sont liés à l'âge, il y a une part de génétique, mais globalement, quand on vieillit, on a des cheveux blancs, on a des rides, c'est la vie, et en fait c'est un peu pareil pour l'imagerie. Et a priori, ce que vous avez là, c'est assez typique pour quelqu'un de votre âge, même chez les gens qui ont mal au dos, qui n'ont pas mal au dos, on retrouve la même chose. Donc, on va voir si c'est ça qui pose problème, mais souvent c'est pas ça qui pose problème. Sur l'activité physique, ce qu'on va éviter de dire, c'est laisser la douleur vous guider, ou alors ne faites pas une activité qui vous fait mal. Ça, c'est pas un bon message à transmettre. Au contraire, ce qu'on va dire, c'est maintenez vos activités, même en présence de douleur, mais n'exagérez pas, car la reprise doit être progressive. Si ça fait mal lors d'une activité, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un danger. Il existe une marge de sécurité qui en plus est souvent majorée en cas de douleur qui persiste. On a vraiment de la marge. En général, quand on a mal, avant de s'abîmer quelque chose, on a vraiment de la marge. Par rapport au travail, ce qu'on va éviter de dire, c'est la reprise professionnelle, elle sera envisagée que lorsque les douleurs auront disparu. Au contraire, ce qu'on dira, c'est que la reprise de son activité professionnelle, il vaut mieux la faire dès que possible, éventuellement à temps partiel. Dans un premier temps, ça peut favoriser une évolution favorable. Autre chose qu'on va éviter, pour les conseils, pour ramasser quelque chose, pliez les genoux, ne vous penchez plus en avant. J'adore. Couchez-vous quand vous avez mal, gardez toujours le dos le plus droit possible. Je pense vraiment que ces messages-là, on les entend tellement dans le milieu du fitness que c'est parfois très compliqué quand j'ai des gens qui viennent me voir qui font des sports comme de la muscu ou du fitness en général. Ces idées-là, elles sont ancrées. C'est presque une religion, quoi. Il faut garder le dos droit. Donc c'est compliqué des fois d'aller contre ça. Donc au contraire, ce qu'on va plutôt conseiller, c'est lorsque la douleur persiste, c'est plus nécessairement un signal d'alarme correct. Il faut tenter progressivement et avec l'aide d'un professionnel de santé si nécessaire, de reprendre les activités qui sont importantes pour vous, pour peut-être en les adaptant au début. Se pencher en avant n'est pas dangereux. Il y a différentes façons de ramasser quelque chose et il faut utiliser en fonction de son état et de sa capacité du moment et de la charge. Ça va beaucoup dépendre de ce que vous avez l'habitude de faire en fait. Donc ce qu'on va éviter de dire aussi, c'est qu'on essaie de remettre une vertèbre en place. Alors non, on ne remet pas des vertèbres en place. Les manipulations elles peuvent avoir un effet pour rendre la zone moins sensible. Vous serez plus cool, ça bougera un peu mieux, vous aurez moins de douleur, mais on n'a rien remis en place. Le bon traitement, c'est le mouvement, ça c'est ce qu'on va plutôt dire. Il existe différents traitements non médicamenteux, sport, étirement, chaleur, gestion du stress par exemple, efficaces contre le mal de dos. La chirurgie du dos est rarement une solution. Et ce qu'on évitera de dire, ça n'ira jamais mieux. Ça, je vous en prie, cher médecin, arrêtez de dire vous aurez mal toute votre vie. Vous n'en savez rien, en fait. Par contre, en disant ça, vous n'aidez pas les gens. Au contraire, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que vous êtes plus capable de faire actuellement certaines choses, car votre dos n'est pas ou n'est plus prêt à le faire, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais les refaire. Un entraînement adapté, progressif et suffisant permettra à votre dos de refaire certaines choses.
Dernière ressource que je trouve vachement intéressante dans cet article, ce sont certains outils pédagogiques en français à conseiller aux patients qui souffrent de lombalgie chronique. Il y a des vidéos qui durent 5 minutes, comprendre la douleur et quoi en faire en moins de 5 minutes, 5 faits scientifiquement prouvés à savoir sur le mal de dos, des sites internet, Retrain Pain qui est assez connu, infomaldedos.ch, donc c'est un site suisse, certaines brochures belges notamment. Je suis déçu, ils n'ont pas mis les chroniques de la douleur. En même temps, j'ai pas fait une vidéo claire sur la douleur qui parle de tout ça, ou sur le mal de dos. Donc c'est une boutade évidemment, mais c'est des ressources que je trouve intéressantes. Je les ai regardées un petit peu. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller les voir. Il y en a certaines qui pourront peut-être être utiles. C'est intéressant de les avoir pour pouvoir les proposer à certains patients qui ont envie de comprendre un petit peu plus. Je vous propose un petit bonus avant de terminer. Dans la description de cette vidéo, vous aurez donc les liens vers ces ressources proposées dans l'article, les sites, les vidéos, etc. Comme ça, vous pouvez directement aller voir ce qu'ils proposent. Un autre lien pour recevoir l'article, donc je vous l'envoie par mail. Donc actuellement, il est en open access. Il me semble que c'est pendant 50 jours. Donc au moment où je tourne cette vidéo, ça doit être déjà plus que 45. Et au moment où elle sortira, ce sera peut-être plus que 40. Mais même si vous voyez que cette vidéo est sortie il y a plus d'un mois, je vous l'envoie en fait. Comme ça, voilà, vous rentrez votre mail et automatiquement, j'ai un truc qui est automatisé, je vous enverrai un mail avec le document. Comme ça, vous pourrez l'avoir. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir ma newsletter mensuelle. C'est-à-dire qu'une fois par mois, j'envoie un mail où j'essaye de vulgariser certains articles, comme je l'ai fait là, ou certaines conférences. Je le fais par format mail, où j'essaye de mettre les liens vers les études correspondantes, etc. J'ai traité par exemple de sujets comme l'arthrose, le fait que l'arthrose n'était pas liée à des contraintes mécaniques. Là, la toute prochaine qui va sortir, qui est un peu en retard mais qui va sortir, c'est le fait que il y a plein de cas où la biomécanique n'a pas d'importance dans l'apparition de certaines douleurs. Et donc j'explique pourquoi. Tout ça, c'est basé sur des conférences qui ont été faites par certains spécialistes, notamment au San Diego Pain Summit, qui est un congrès mondial sur la douleur. Si ça vous intéresse, vous pourrez rester inscrit et les recevoir. Et si ça vous intéresse pas, une fois que vous avez reçu l'article, vous vous désinscrivez et ça sera sans rancune. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ce genre de truc utile. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça sur des articles ou éventuellement sur des outils cliniques comme le Startback, Orebro, etc. Dites-le moi et en fonction des commentaires, je verrai ce que je fais et ce que je fais en priorité. Merci pour votre attention et à bientôt. Ciao.